Vous écoutez un balado. Ici Radio-Canada Première. Aujourd'hui, on parle de l'état des podcasts au Québec. On se demande si on doit s'inquiéter des incels, ces hommes involontairement célibataires. Et on parle du retour des expos. Et tout ça devant le public du Festival Transistor de Gatineau. Bienvenue à Si j'ai bien compris. Merci au Big Band d'avoir appris la toune en si peu de temps. On les a avertis tantôt qu'il fallait qu'ils apprennent ça. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier. On n'est pas à Montréal, encore moins à Radio-Canada. On est au Festival Transistor de Gatineau. Ouais! C'est un festival qui célèbre la radio numérique. La radio numérique, c'est ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment, c'est-à-dire de la radio qui n'est pas sur les ondes, mais qui n'est pas sur les hertz. Gatineau, vous dites sûrement les Hertz. Les Hertz! Et avec moi autour de la table, alors Eugénie Lépine-Blondeau qui va nous parler des incels. Ces hommes involontairement célibataires, en partie à cause de femmes comme toi, Eugénie, qui décident de ne pas être avec un homme. Génial! Ça commence. Salut Louis! Kevin Breton qui va nous parler du retour possible des expos, parce qu'à Montréal, les expos, c'est comme les nids de poules ou les petits cacas sur les chiens de trottoir. On en reparle à chaque printemps. Mais en défaut d'être un joueur de baseball, je suis un amateur de baseball. J'ai hâte de vous en parler. Et aussi, autour du micro, on a un invité, Julien Morissette, coprésident, cofondateur du Festival Transistor. Avec toi, on va parler de podcast ou de balado, peu importe le nom qu'on lui donne. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Est-ce que des gens gagnent leur vie de ça au Québec? Et ça, on va en parler à la fin. Alors, merci d'être là. Tu peux intervenir. Mais je suis content. J'écoute l'émission d'habitude. Là, je l'écoute en direct pendant qu'elle se fait. Peut-être un bon siège devant nous. Tu as une des meilleures places. Merci à vous tous les trois d'être là. Et ça commence maintenant. Informations toutes récentes de dernière heure, voire de dernière minute, qui nous proviennent de Toronto. Une camionnette blanche a foncé, semble-t-il, et blessé des piétons au coin des rues Yonge et Finch à North York. Ça, c'est au nord du centre-ville de la ville-reine. C'était le 23 avril dernier, jour de l'attaque de la camionnette blanche à Toronto. On a appris par la suite que l'auteur de l'attentat était membre d'un groupe appelé les Incels. Eugénie, c'est quoi cette affaire-là? Oui, ben c'est un gros mandat que tu m'as confié, là, Louis, mais le contexte est effectivement important à rappeler. Donc, tu l'as dit, 23 avril dernier, c'est un jeune de 25 ans du nom d'Alec Minassian qui aurait provoqué cette attaque au camion bélier-là. Les victimes sont principalement des femmes. On disait que c'était 8 des 10 morts sont des femmes, justement. Les autorités n'ont pas été capables de dire si les femmes étaient particulièrement ciblées. Sauf que, quelques heures avant le drame, le meurtrier allégué avait écrit sur Facebook, pour ne pas le nommer, là, une publication qui se réclamant de la communauté, c'est ça, des incels. C'est un message codé un peu bizarre à comprendre. Au début, il y a des gens qui ont pensé que c'était peut-être une blague ou c'était peut-être même pas vrai, mais au final, c'était vraiment son compte Facebook à lui. Tout à fait. Ça a été retiré, la publication a été retirée depuis, mais les incels, c'est célibataires involontaires. Au départ, en fait, c'est ça qui est totalement fascinant, c'est que c'était une expression qui a été créée par une femme canadienne au début des années 90. Elle-même était une célibataire involontaire, donc elle s'est retrouvée à ne pas être en couple, puis elle trouvait ça très plate. Mais elle voulait pas se sentir trop seule, fait qu'elle avait créé cette espèce de groupe-là pour créer un mouvement qu'elle voulait inclusif pour les personnes de tous les genres qui sentaient... C'était beau au début. C'était vraiment un acte de solidarité. Ça se voulait un groupe de support virtuel, en fait, c'était aussi principalement sur le web. Pas un groupe comme de frustrés, parce que aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quoi? Puis je vais pas te mentir, Louis, l'envie est vraiment grande de dire que des incels aujourd'hui, en 2018, c'est une gang de gars frustrés, des parasites de la société à qui on n'a jamais vraiment appris le respect et qui, en plus, manquent de courage et se réfugient dans les plateformes virtuelles comme le site Reddit pour jouer à la victime et trouver d'autres dudes avec qui ils chialent sur le fait que c'est de la faute des femmes s'ils se sentent rejetés et qu'ils n'ont pas de relation sexuelle. Je vais éviter de dire ça, Louis. J'espère, tu sais.
Parce que... Ben non, mais tu sais... Je vais éviter de dire ça parce que ça banaliserait presque ce qu'ils sont vraiment. Parce que oui, leur rage est stupide, mais cette rage est quand même une menace absolument parce qu'elle préoccupante. existe. Parce qu'elle existe. Elle se trouve depuis des années dans la sous-culture du web, principalement, donc dans cette culture cachée, revendiquée un peu par un groupe d'individus en marge de la culture dominante. Ils croient que s'ils sont célibataires, c'est malgré eux, que c'est de la faute des femmes. Ils en veulent terriblement aux femmes et aux hommes qui sont actifs sexuellement, qu'ils appellent les Stacy's et les Chads. Ouais, ça, c'est particulier, hein? C'est comme des noms de code, parce que... C'est comme des filles... Les Stacy's, c'est genre des filles trop cool qui sont actives sexuellement. Parce que c'est bien ça, la définition des cool, on s'entend. Et les Chads, ben, c'est comme les gars qui ont des relations sexuelles. Ouais, des gars qui pognent, c'est ça. C'est vraiment pas été créé au Québec, hein, parce que on n'aurait jamais choisi ça. Ça aurait été Kevin. Les Kevin puis les Eugénie. Oui, sans doute, c'est clair. Mais pour revenir un peu de façon plus sérieuse, ils prônent parfois le viol, carrément. Ils le banalisent. Ils tiennent des propos disgracieux, misogynes, souvent racistes aussi. Ils entretiennent énormément de ressentiments et passent beaucoup de temps sur le web. Et tout ça, ça fait un beau cocktail. Hein? De la frustration plus de l'apitoiement. Ben, malheureusement, souvent, ça mène à de la violence. Et c'est aussi parce qu'ils se convainquent, là, sont rendus dans un cercle. Là, c'est ça. Moi, j'ai vu je connaissais même pas ça il y a 2 semaines, mais là, je vois des extraits, là, puis ils sont vraiment... Tu sais, c'est épeurant. Là. Je suis chanceux. On est chanceux ici. Là. Il y a 3 garçons ici. On n'est pas ciblé par ces gens-là, mais si j'étais la cible de ces gens-là, j'aurais vraiment la trouille. J'aurais peur parce que je me dis, il va en avoir d'autres. Moi, j'avais pris connaissance des incels il y a quelques mois quand il y avait un article qui avait été publié pour dire que Reddit avait justement... Mais moi, je connais pas ça, le Reddit. Juste Reddit, ça me fait peur. Là, fait que... Non, il y a des affaires intéressantes, mais des affaires bizarres aussi. Mais sur Reddit, on parle quand même là, de près de 50 000 utilisateurs qui se disent des incels. Okay, là. C'est pas 100 ou 200 pas isolé. personnes. Là. Non, c'est vraiment... Ça, c'est juste sur Reddit. Puis, ce qui est fascinant, là, c'est que moi, j'ai vu des photos, puis j'ai vu des... Tu sais, ces gens-là, il a nommé quelqu'un là, qui est comme le chef des incels, ils ont comme un héros, là, qui a fait... Puis, tu sais, je sais que ça va paraître un peu superficiel, là, mais c'est pas du monde nécessairement laid. C'est ça qui est particulier, parce qu'on non, mais honnêtement, on penserait que c'est du monde qui peuvent pas se trouver de blonde, mais non, ils ont vraiment une anxiété par rapport aux femmes. Lui, de Toronto, semble-t-il que dès qu'il y avait une femme dans une pièce, il perdait tous ses moyens, il savait pas comment agir. Puis ça n'a pas rapport au physique, tu sais. Ouais. C'est pas juste une gang de gars frustrés, justement, puis qui sont... Là, c'est super subjectif, là, mais qui sont des pichous de la société, là, où on... Je fais vraiment attention à ce que je dis. Ben, je comprends, parce qu'ils veulent te tuer. Ouais, fais attention, là. Non, mais... ça, c'est vrai! Ben oui, mais c'est vrai, en même temps, ils pourraient être très fâchés contre toi, là. Ben oui. J'espère qu'ils n'écoutent pas, si j'ai bien compris. Mais ça relève d'une problématique plus grave qui est ancrée socialement, en fait, dans nos rapports hommes-femmes. Puis, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a un journaliste, un columniste du Maclean's qui a écrit un article vraiment intéressant il y a quelques jours et qui disait qu'en fait, ce qui a commencé par une culture toxique entre boys, là, c'est métastasé puis c'est transformé finalement en idéologie de violence nourrie par la façon dont les hommes sont socialisés. Puis c'est intéressant parce que la discussion sur la crise, justement, des jeunes hommes blancs hétérosexuels, quand même privilégiés, qui s'en remettent à la violence, a souvent 2 visions. La première, c'est qu'il n'y a rien à faire. Hein? Que comme leur idéologie est ni religieuse ni politique, ils sont relégués au rang de weirdo là, de la société, des psychopathes au pire ou au mieux. La deuxième vision, c'est que comme le chemin de la virilité ou de la masculinité passe par l'entrecuisse des femmes, la solution, ça serait juste qu'ils aient du sexe, mettons, tu sais, qu'ils engagent une prostituée. Ouais, mais non. J'espère que vous avez compris mon ironie ici. Mais non, justement, parce que le problème vient de la masculinité toxique, de la socialisation des hommes, parce que les incels ne se retrouvent pas parce qu'ils sont en manque de sexe. Ils se regroupent autour du ressentiment face au fait, face à ce qu'ils perçoivent, face à ce qu'ils perçoivent comme du rejet et ce qu'ils attribuent à une perte de pouvoir et de privilèges. Ils ont une vision très hiérarchique des relations humaines. Parce que si c'était juste une question de sexe, là, honnêtement, c'est pas si complexe à régler. Puis je parle même pas des femmes. T'as 100 dudes qui se réunissent dans une pièce pour pas arrêter de chialer qui manque de sexe. La solution est quand même là, tu sais. Non, mais je peux comprendre que le premier qui soumet l'idée, c'est un peu malaisant, tu sais. La première rencontre, c'est « Hey, guys, on pourrait peut-être coucher ensemble. Là, je vous laisse penser à ça. On en reparle la prochaine rencontre, OK? Mais... Prochain enjeu.
Non, mais... Si seulement c'était ça, hein, si c'était si facile. Mais Louis, tu le disais, c'est effectivement extrêmement préoccupant. Puis là, je vais peut-être tomber un peu dans un côté plus sombre, mais après ça, c'est aussi quand ça arrive, ces affaires-là, de ne pas avoir peur, malheureusement, d'appeler un chat. C'est un féminicide. C'est une attaque qui misait directement les femmes pour des trucs qui n'ont aucun rapport. Donc... c'est pour ça que c'était important d'en parler, puis que les incels, il faut les dénoncer, en fait, et après ça, il faut tendre la main à notre prochain pour avoir des discussions intéressantes sur les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, si j'ai bien compris, pour certaines personnes, ce sera toujours la faute des femmes, malheureusement. Merci, Eugénie. Je suis pour le retour des expos, mais vraiment, quand on pense qu'il y a d'autres villes qui ont investi des millions et des millions de dollars des contribuables, que ça leur fait augmenter leurs taxes, moi, je veux absolument demander aux Montréalais, voulez-vous, c'est-tu là qu'on met votre argent? S'ils me disent oui, moi, je vais respecter la décision, puis je m'engage à donner toute l'information sans prendre position, ça, c'est sûr, mais je vais faire les négociations. J'aime ça, le baseball. Alors ça, c'était Valérie Plante, à Tout le monde en parle, le 12 novembre 2017, qui nous parlait du retour possible des expos. Elle demande aux Montréalais, est-ce que vous voulez? Moi, je réponds non. Mais Kevin répond oui. Et là, tu vas avoir besoin d'arguments pour me convaincre, parce que... J'en ai plein, lui. On peut être contre le baseball, parce que moi aussi, je suis un fan de baseball, mais écoutez, 9 manches de baseball qui terminent 1-0, je peux trouver ça un peu plate, mais on peut pas être contre les logements sociaux, puis on peut pas nécessairement être contre non plus... Pardon. Les logements sociaux, tu m'as bien entendu, et on peut pas être contre non plus l'histoire des personnes noires de Montréal, parce que c'est bien de ce dont il s'agit aujourd'hui. Je vais en revenir en fin de podcast. OK. Crois-moi, ouais. mes arguments, ça va être ces deux choses-là. Okay. Tout d'abord, petite mise en contexte. Ouais, qui est pour, qui est contre? Ouais, bonne question. Donc, on sait que c'était une priorité de Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, qui vous dit peut-être vaguement quelque chose. T'es 4 ans au pouvoir à Montréal. Valérie Plante l'a talonné pendant tout le long de la campagne électorale à savoir s'il allait investir, oui ou non, des fonds publics dans le projet. Valérie Plante a été élue. Elle a brillé par son absence lors des 2 matchs pré-saison des Blue Jays au Stade olympique. Hey, j'étais là, comme toi, non, j'en ai. T'étais là pour vrai? Je suis allé en voir un, mais je me suis fait donner des billets par Evenco parce que je payais pas pour ça. Puis t'as-tu aimé ça? C'est le fun, honnêtement, aller voir. J'ai allé voir à Toronto aussi. C'est le fun, une partie de baseball. On n'écoute pas toujours, là, mais c'est un bel... En fait... C'est un moment de socialisation. C'est un moment de socialisation avec sa ville. Tu rencontres 30-40 000 habitants, citoyens de ta ville, puis qui vont faire la même chose. Puis pour ça, le sport professionnel, je sais que je fais à la blague que j'aime pas ça, mais ça a une utilité, puis ça peut être efficace dans une ville. Tu sais, je suis pas contre. Moi, c'est si l'argent vient du public. En tout cas, je te laisse continuer. Tu fais partie des statistiques parce que 58% des Montréalais sont pour. Puis toi, tu faisais partie des 51 000 spectateurs qui ont fait tourner les tourniquets au Stade olympique lors des 2 matchs préparatoires, qui ont souvent, comme toi, pas payé. Puis, c'était sinon, lundi, genre. C'était des matchs de semaine en plus. Puis, parmi les 1000 interrogés, il y en avait 27% qui étaient contre. Puis peut-être un peu comme dans le public aujourd'hui, une bonne partie qui est pas trop sûre. Puis aujourd'hui, je vais t'expliquer. Gatineau? Une équipe de baseball à Montréal. Vous pensez quoi de ça, vous autres? Mais c'est partagé. Tu sais ce qui serait intéressant, c'est qu'avec un retour des expos à Montréal, Ottawa pourrait enfin retrouver sa vocation première, c'est-à-dire club-école des expos de Montréal, alors que les expos existaient. C'est vrai, ça? Nos jeunes étaient développés à Ottawa, puis après ça, quand ils étaient bons, on les emmenait à Montréal. Oui, c'est vrai. C'était le temps des Lynx d'Ottawa. Est-ce que vous vous souvenez des Lynx d'Ottawa? Des fans. Ouais. Ah, bon. La question qui brûlait toutes tes lèvres, Louis, c'est combien ça coûterait? J'en ai deux. Si tu te demandes, là. C'est difficile à chiffrer parce qu'on ne sait pas si ça va être une nouvelle équipe d'expansion ou une équipe. Mais là, tu parles de l'équipe. Mais disons qu'on parle juste du stade. Là. C'est cher, un stade de baseball. Là. C'est très cher. J'ai regardé dans les plus récents construits. Si on fait exception de celui de New York, qui était vraiment un monument là, herculéen, dans les plus récents, ça coûtait entre 515 et 670 millions de dollars américains. Fait que oui, ça coûte cher, mais les fers de lance du projet se disent prêts à construire ce stade-là sans argent du public. Et Valérie Plante, ce qu'elle dit en fait, c'est que si on doit mettre de l'argent du public, ça va nécessairement passer par voie de référendum, en fait, pour approuver l'argent. Reste que ça se peut que le public ou la ville soit mis à contribution par d'autres manières, par exemple un allègement fiscal ou un congé d'impôt, ou encore on donnerait gratuitement un terrain.
Mais dans tout ça, ça se peut que Montréal sorte quand même gagnant. Tu t'allais parler aussi d'équipe d'expansion. Ça coûte, là, mettons, c'est 600 millions US, fait 1 milliard construire pour le un stade. Puis là, il faut que tu achètes une équipe. Ça serait 1 milliard. Aussi, 2 c'est milliards. Oui, c'est ça. Si c'est l'achat d'une nouvelle franchise, on le chiffre à 1 milliard. C'est des chiffres qui sont avancés par Stéphane Bronfman, qui est l'homme derrière ce projet titanesque-là. Bref, malgré toutes les avenues de congés fiscal qui pourraient être empruntées, il y en a un autre qui fait beaucoup jaser, qui est la piste du programme d'immigrants investisseurs. Ils promettent d'investir 500 000 en retour, ils ont comme la citoyenneté canadienne. Oui, ils prêtent de l'argent, puis le gouvernement garde le capital, les intérêts sur le capital. Puis bon, parmi les suggestions qui sont avancées pour pouvoir financer le retour des expos, c'est une des pistes qui sont proposées. Bref, malgré toutes ces avenues-là, sur le plan économique, ça pourrait quand même être rentable. Être rentable pour moi, le privé, ça les regarde, mais pour une ville, c'est intéressant. Toi, tu regardais, au niveau économique, ça peut être intéressant pour une ville d'avoir du sport professionnel. Absolument. Donc, je me suis référé à une étude de l'IRIS qui disait que ça peut pas être rentable du tout. Puis j'étais voir dans les nuances de celle-ci qui nous disait que ça peut être rentable s'il y a un potentiel d'exportation, que ce soit avec des marchés, des contrats de télévision qui font en sorte qu'on peut faire rayonner le match à travers d'autres marchés. Bref, qui dépassent les limites de Montréal. Il y en a comme 56 des équipes de baseball. Pourquoi t'en as 32. une de plus? 32, ouais. Non, mais je disais, t'es-tu allé dernièrement à Oakland? T'aimes-tu ça, Oakland? Pas récemment. Non, mais pourtant, ils ont une équipe de baseball, c'est vrai. L'autre piste, par contre, c'est que ça peut quand même servir de pôle d'attraction touristique. T'es-tu allé à Oakland dernièrement? Mais non, mais lui, tu poses pas la question à la bonne personne, lui, parce que je suis pas un grand fan de baseball, puis je suis quand même allé à Cleveland, je suis quand même allé à Milwaukee, je suis quand même allé à, je suis allé à Portland, j'allais voir du baseball. À Gatineau en plus aussi. Gatineau, s'il y avait du bon baseball. Il y a le hall volant pas loin d'ici, là. Ça rock. Le hall volant. C'est quoi ça? On va le couper au montage, mais vas-y, explique-le quand même. Non, je vais le répéter plein de fois, t'auras pas le choix. Je vais faire référence à ça tout au long du podcast, mais c'est non un club de balle qui joue pas loin d'ici. Okay. Je faisais des blagues sur le tourisme, mais moi, je connais des gens de Montréal, j'ai des amis qui ont fait la tournée des stades. Ils vont vraiment dans des villes. 5-6, ils vont faire 5-6 matchs de suite. Fait que c'est vrai qu'il y a un attrait touristique pour le baseball. Ça existe, tout à fait. Puis là, je reviens aux logements sociaux, parce que je sais que les gens sont comme, ben voyons, ton intro avait aucun maudit bon sens. Ça peut se faire, effectivement. Je vais prendre deux exemples. Tout d'abord, l'exemple de Denis Coderre qui nous parlait de Washington. Bon, Washington est venu nous voler nos expos. Ils les ont emmenés dans un quartier qui était très défavorisé, avec beaucoup de criminalité. Puis aujourd'hui, c'est rendu un quartier avec plus de mixité sociale, plus de sécurité et tout ça. Mais l'exemple le plus frappant, c'est Martin Leclerc, journaliste pour Radio-Canada, qui nous a soulevé le modèle de San Francisco. Les Giants de San Francisco ont obtenu un terrain de la ville et en échange, la ville devait construire une espèce de pôle d'attraction qui serait facilement accessible en transport en commun. La ville ou l'équipe? La ville devait construire ça en échange du terrain, puis eux, ils construisaient eux-mêmes le terrain sans avoir accès aux fonds publics. Et par une espèce d'accointance entre les différents intérêts entre la ville et la MLB, ils sont devenus des partenaires d'affaires et San Francisco a obtenu le mandat de développer le quartier et de construire différentes résidences. Et ce que la ville a demandé, c'est que 40% du quartier résidentiel qui serait bâti autour du stade serait composé de logements sociaux. Ça s'appelle Mission Rock, qui a plus l'air d'un film avec Bruce Willis en vedette. Puis ça... Denzel Washington. Donc, il y a moyen de dire, comme par exemple la tour du CH en ce moment, là, ils construisent une grosse tour qui coûte 1 million. On pourrait leur dire, mets une coupe de BS sur 3 étages. Bon, je le présenterais pas. Non, mais je dis ça de même, tu sais. Je le présenterais pas comme ça. Les 3 étages en bas, là, les premiers. Les plus bas, ceux qui ont les moins belles vues, ils pourraient faire ça. Puis ça servirait. Puis moi, j'habite à Griffintown. Puis je sais que Griffintown, c'est un quartier qui est ciblé comme étant une possible destination pour un nouveau terrain. Mais qui est en train de se gentrifier aussi. Qui se gentrifie puis qui a besoin non seulement de logements sociaux, mais d'une équipe de baseball. D'une équipe de baseball, de quelque chose à faire après 19h. Puis aussi de place publique, parce qu'il n'y a pas de place publique à Griffintown. Ça pourrait venir autour du stade d'1 milliard. Il y aurait des trucs autour qui pourraient être intéressants et accessibles. Ça, c'est un côté positif. C'est un côté positif de la chose. L'autre côté positif, quand je parlais de la mémoire des Noirs montréalais, c'est aussi...
là, on parle de Jackie Robinson. On parle de Jackie Robinson, mais toi, tu le connais. Je suis content de savoir que tu le connais, mais les gens le savent peut-être pas, mais ça a été la première personne de race noire à accéder aux ligues majeures de baseball. Il jouait avec Los Angeles, mais il a commencé sa carrière à Montréal, puis il y a un journaliste américain qui disait à Montréal, on poursuit Jackie Robinson après les matchs. Puis c'est la première fois qu'en Amérique Parce que du c'était Nord... une vedette, tu veux dire? Oui, parce que c'était une vedette, puis c'était la Ouais, première fois... parce qu'aux États-Unis, ils poursuivaient des Noirs à cette époque-là. Puis, C'est ça! C'est la première fois qu'on pourchassait une personne noire Positivement. pour les bonnes raisons, tu sais. Ben, hey, merci Kevin d'être un ardent défenseur du baseball. Je vois pas nécessairement le lien entre Jackie Robinson puis une nouvelle équipe. Mais est-ce qu'on pourrait nommer la place Jackie Robinson? Pis ça... 2 milliards pour une place comme ça, c'est dispendieux un peu. Moi, j'achète. J'ai mon T-shirt depuis que j'ai 9 ans. Je l'ai testé en fin de semaine. Il me fait encore. Je suis prête. On est Tu deux. voulais juste nous dire que tu rendrais ton linge de 9 ans. Mais merci Kevin, merci. Je m'appelle Julien Morissette, moi je suis un grand amateur de podcasts. Je fais des podcasts dans la vie. Puis mon plus grand rêve, c'est de prendre mon truck et de le transformer en truck de podcast. Alors aujourd'hui, on reçoit un jeune qui a un rêve. Oui, oui. Julien, avant, ben en fait, c'était un extrait d'une vidéo promo que tu as créée parce que tu t'es acheté un véhicule, un ancien camion FedEx que tu voudrais transformer en studio de podcast ou d'enregistrement radio. Ouais, exactement. C'est un projet de mobilité, autant pour le territoire de l'Outaouais que pour Gatineau. Dans le fond, on fait beaucoup d'événements ici dans la région de radio devant public avec des partenaires, des organismes culturels, avec Radio-Canada ici à Ottawa et Gatineau. Puis ça nous tente de poursuivre dans cette lancée-là avec un camion qui va, comme un food truck, là, s'ouvrir sur le côté, avec lequel on peut animer les rues du centre-ville, mais aussi partir sur la route, faire du documentaire. Combien ça coûterait, ça? Ça coûte environ 35 000 Puis on veut aller chercher un 5 000 auprès du public. C'est surtout aussi pour que je prouve à ma blonde que c'est pas une idée folle puis qu'il y a des gens qui sont prêts à me dire que c'est une bonne idée dans le fond. Sais-tu le nombre de choses qui ont été créées dans l'histoire par des hommes qui voulaient prouver à leur blonde que c'est pas une idée folle? Non, mais les femmes, vous êtes responsables de tout, OK? Des bonnes affaires et des mauvaises affaires. Sorry, Je not regarde sorry. Hey, mais je t'ai pas présenté, peut-être pour les spectateurs qui nous connaissent pas, c'est-à-dire qui te connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde, pas mal. Génial. Julien Morissette, t'es réalisateur, animateur, chroniqueur radio indépendant. Ouais. Ça veut dire que t'es pas très riche. Ben, tu serais surpris. serais Je surpris. viens de faire mes impôts, là, pis c'est pas pire. Non, mais je suis indépendant, mais je suis lié à certains médias. Oui, parce que originaire de Gatineau, tu travailles pour Radio-Canada, la Fabrique culturelle, divers organismes culturels aussi. Tu animes, réalises des balados au Centre national des arts, au Salon du livre de l'Outaouais et à Culture Outaouais. Tu as aussi créé La Brosse Wellington, qui est un balado sur les enjeux régionaux propres à la capitale nationale. Fait que la région ici. Exactement. Et le podcast En direct de. Oui. Oui, c'est vraiment lié à la région, en fait, ces projets-là. C'est ce qui est fantastique, c'est qu'on a eu la chance, durant ces années-là, en fait, ça a duré environ 18 mois, cette espèce de trip de création complètement fou. Puis c'était toujours de jouer entre le vrai et le faux. Donc, on allait sur place, dans les municipalités, on rencontrait les gens, on prenait la réalité et on la déformait un tout petit peu. Et souvent... Comme Fred Pellerin, finalement. Non, faut vraiment pas me dire ça, parce que moi, Fred Pellerin, là, je ne l'aime pas. Non, c'est pas vrai. C'est Tu peux aller écouter une chronique qu'il a faite, on dira ce qu'on voudra. Ouais. 10 raisons, 10 choses que je déteste de Fred Pellerin. C'est vrai? Donc, j'ai une liste d'ennemis comme ça qui ne cesse de grandir. Il va envoyer ses lutins après toi. Oui, non, là, j'ai pas passé un beau Noël. Là. Mais non, c'est des projets vraiment, vraiment fous qu'on peut pas nécessairement faire à la radio traditionnelle sur les ondes FM. Ben, parlons un peu justement de balado ou de podcast. C'est ta passion. Oui. Hein, on pourrait dire que c'est ta passion. T'en as fait un métier. T'es en train d'en faire un métier. Oui, je vis de ça. Tu vis de ça, mais les gens voient pas comment t'es habillé à la radio, mais... T'es pas le premier à me le dire, mais c'est parce que essayer de faire une campagne de sociofinancement avec un suit, ça marche pas trop. C'est vrai. C'est brillant d'avoir l'air de ça. Ouais, de ça. Mais c'est pour ça que je fais de la radio, hein, quand même. Là. C'est quand même juste un chandail de ton festival. Là. C'est pas Qui a si fondé, pire, le ouais. festival Mais, qui a OK, fondé. mais parlons un peu de podcast ou de balado. Parce que, Parlons de mode. De manière objective, c'est sûr qu'on baigne dans ce milieu-là. Ouais. On en voit de plus en plus, on en entend, mais est-ce que c'est vraiment populaire? Dans le sens que, est-ce qu'il y a
à ta connaissance, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie de ça en ce moment? Il y en a très peu. En fait, c'est très difficile au Canada de gagner sa vie en faisant des balados en français. Tranquillement, pas vite. Un exemple que j'aime donner, c'est si on ne finançait pas le cinéma avec des fonds publics, avec des crédits d'impôt, il n'y a pas beaucoup de films québécois qui pourraient se permettre de payer les réalisateurs, les comédiens. C'est la même chose au théâtre. Donc, pour toi, c'est un art comme un autre. Oui, exactement. C'est une forme de création. Et dans les dernières années, on l'a vu, les conseils des arts reconnaissent qu'il y a un apport créatif dans tout ça. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière d'avoir une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour faire une création radio, un podcast. Donc, tranquillement, pas vite, il y a nos collègues de Magnéto aussi qui ont eu une bourse du Conseil des arts du Canada. Ça fait en sorte qu'on commence à financer tranquillement, pas vite, mais c'est le gros combat en ce moment. Il existe le modèle institutionnel. Moi, nous, on en fait partie en ce moment. On est à Radio-Canada. On est chanceux. Hein. Il y a quelques chanceux qui ont accès à ces... J'en ai fait partie, puis j'ai trouvé ça formidable. T'as jeté ton linge après, mais... Oui, exactement. Mon saut, il est au pawn shop. Mais dans le privé, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le privé? Parce que oui, c'est intéressant. Je le souhaite aussi que Télé-Québec, Radio-Canada, toutes ces instances-là s'impliquent de plus en plus. Puis ils le font, puis ils vont le faire encore plus. Puis ils apprennent au même rythme que les autres. Mais dans le privé, il se passe quoi? Est-ce que des gens arrivent oui, à avoir vraiment. des revenus, moi, j'ai lancé le festival l'an dernier. Ça a fait en sorte que j'ai reçu beaucoup de questions de la part, d'artisans qui veulent se lancer là-dedans, mais aussi de médias qui sont venus me voir pour dire comment ça se passe, comment vous le faites. Et je sais que du privé, de plus en plus, on n'a qu'à penser au Voir, qui vient de lancer des premières séries en balado. L'actualité le fait. Le Huffington Post, ça s'en vient. Science Presse aussi. C'est ça. Donc, si vous pensez à toutes ces entités de journalisme, de création de contenu, ça s'en vient. Urbania le fait très bien également. Tu considères que la maturité serait rendue où à peu près? Parce que c'est encore immature un peu comme milieu. Effectivement. Il faut en faire. Il faut que les gens écoutent. Il faut que notre oreille se développe. C'est un peu dans les débuts du cinéma. On s'entend à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Si on regarde les films de cette époque-là, on se dit, bon, notre cerveau, notre compréhension narrative est très loin de ce qu'elle est aujourd'hui en termes de montage, de prise de vue. C'est la même chose pour les balados. Donc là, les gens s'approprient les moyens de raconter des histoires, les gens s'approprient les outils techniques et de plus en plus, on va aller vers une professionnalisation et on n'a pas le choix. Eugénie, tu avais une question? Mais c'est ça que j'allais dire parce qu'il y a une transition en ce moment qui est en train de se faire, puis on a le même mot pour dire balado contenu original, puis balado façon d'écouter ce que vous entendez à la radio. La nomenclature est tellement confuse. Mais alors que c'est deux choses complètement différentes. La façon de produire un balado, de penser un balado, la façon de parler, de faire une chronique à la radio ou en balado, c'est totalement différent. On a des collègues l'an dernier qui sont venus ici, la soirée est encore jeune, que j'apprécie beaucoup puis que j'écoute, mais... c'est particulier parce que c'est une émission de radio produite à la radio qui est rediffusée sur le web et comme c'est un peu plus edgy que ce qu'on entend à la radio, ils ont réussi à se faufiler dans l'univers du podcast. Ils sont considérés comme un balado. Il y a quelque chose dans la manière de nommer, parce que le balado, c'est une technologie finalement. C'est un fichier. C'est pas un style, c'est pas une durée, c'est pas un ton. Ça peut être beaucoup de choses. Parce que si dès qu'on se met à parler de balado avec des gens, tout le monde il y a ceux qui aiment juste parler pendant 1h30, pas de structure. C'est un type de balado qui existe puis qui est intéressant. Moi, j'en écoute des comme ça. Il y a les autres qui vont faire beaucoup plus structuré, qui va plus ressembler à une émission de radio. Puis quand on est dans l'institutionnel, quand on est dans quand c'est subventionné, on va beaucoup plus ressembler à ça souvent. C'est deux formes qui existent, qui peuvent rejoindre des publics différents. Y a-t-il une guerre entre ces deux-là? Des fois, je sens ça. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont arrivés en premier, qui ont fait des balados dans leur sous-sol, qui le font depuis très longtemps. Dans le cadre du festival, on a accueilli les Mystérieux Étonnants qui font ça depuis 12 ans. 550 épisodes. Ces gars-là sont arrivés ici, à Gatineau, pour la première fois et ils attirent autant de personnes que quand notre émission du matin de Radio-Canada sort dans le Vieux-Hall. Puis moi, je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment... Non, mais c'est un changement de paradigme complètement. Je vais te demander, comme conclusion, qu'est-ce que tu souhaites pour 2018 et 2019, disons, on inclut les 2 prochaines années. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'univers du balado au Québec? Moi, je souhaite que la SODEC et d'autres instances gouvernementales, se mettent à financer l'industrie parce que ça va permettre aux diffuseurs, dont Radio-Canada, dont Télé-Québec, dont Québécois, peu importe, qui veut se lancer dans les balados-diffusion. Et j'espère qu'on va commencer à financer, à donner des crédits d'impôt pour faire en sorte que les gens vont pouvoir se professionnaliser et que je ne serai pas dans les 5 seules personnes au Québec qui peuvent vivre de la balado-diffusion. Merci. Julien, on te le souhaite, on se le souhaite. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
C'était tout pour aujourd'hui. Merci encore au Festival Transistor pour l'accueil. Merci tout le monde dans la salle. Merci à mes collaborateurs Eugénie Lépine-Blondeau, Kevin Breton et merci à notre invité Julien Morissette. Si j'ai bien compris, une collaboration entre ici Radio-Canada Première et Urbania. Merci tout le monde. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur notre application mobile et au radiocanada.ca/balado.